Précédemment, vous avez découvert, à partir de l'expérience de Claude Bernard, que le foie était un organe de stockage, mais aussi de libération du glucose. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment se fait le contrôle des organes de stockage, qui sont le foie, qui sont le muscle, qui sont le tissu adipeux, et on va essayer de comprendre aussi comment peut se faire la libération du glucose par le foie. Ici, pour commencer, un petit point sur l'organisation du pancréas à l'échelle tissulaire. Le pancréas est un organe que l'on peut trouver à peu près sous le foie et accolé à l'intestin. À l'intestin, il est relié par l'intermédiaire du canal pancréatique, et c'est par le biais de ce canal pancréatique que le pancréas va pouvoir libérer des enzymes qui vont participer à la digestion au niveau de l'intestin. Alors si on fait un plan maintenant sur ce pancréas, comme on peut le voir ici en coupe transversale, on peut voir qu'il est formé d'un groupe qu'on appelle un groupe de cellules qu'on appelle un acinus, et cet acinus est composé de cellules acineuses capables de fabriquer des enzymes digestives qui seront collectées ici au niveau du canal collecteur, qui seront libérées ensuite au niveau de l'intestin et vont ainsi participer à la digestion. On peut trouver aussi une autre structure qu'on appelle un îlot de Langerhans, on en reparlera bientôt. Alors on appelle ça un îlot et on qualifie les cellules d'insulaires, on fait référence ici à l'île, et donc au niveau de cet îlot de Langerhans, on peut trouver aussi de nombreux capillaires sanguins. Si maintenant on fait un gros plan sur ce capillaire sanguin, on peut voir au microscope, ici on le voit, à ce niveau-là, avec une coloration particulière, on voit cet îlot qui va être entouré ici de ces fameux acinus, on le voit très bien au microscope optique. Il a été découvert dès 1900 que ces îlots de Langerhans étaient identifiés comme participant justement à ce contrôle du métabolisme du glucose, puisqu'on s'est rendu compte que des personnes qui avaient des anomalies au niveau de ces îlots de Langerhans étaient souvent diabétiques ou avaient certains troubles de cette glycémie. Une expérience intéressante, c'est celle de Emmanuel Hédon en 1894, qui réalise une ablation du pancréas chez un chien. Ensuite, donc, il fait cette ablation, et puis après, il retransplante une partie du pancréas sous la peau de l'animal en reconnectant les vaisseaux sanguins. Et grâce à ça, donc, on a pu suivre les conséquences de cette ablation. Après 11 heures, il fait une ablation de ce greffon, il l'enlève, et on suit la glycémie. Je vous rappelle que la glycémie, c'est le taux de glucose sanguin. Ici, on constate qu'après, là, on fait la transplantation à ce moment-là. Il faut savoir que juste avant, donc, l'animal, on lui a enlevé ce fameux pancréas. Déjà, on voit que sa glycémie est très élevée. La glycémie d'un chien est proche de celle de l'homme. Donc, on est à 4 grammes par litre. Dès la transplantation de ce pancréas au niveau du cou de l'animal, vous constatez une baisse de cette glycémie qui revient quasiment à la normale. Juste après, si on supprime à nouveau ce pancréas, on voit que la glycémie se met à remonter. On observe aussi, vous pouvez le constater là, ce qu'on appelle une glycosurie. La glycosurie, c'est la présence de sucre au niveau du glucose, en particulier au niveau des urines, qui est un indice, en tout cas, des symptômes du diabète. Que peut-on conclure par rapport à ça? Cette expérience permet de mettre en évidence, tout simplement, que puisque le pancréas n'est pas un organe qui stocke ni ne libère de glucose, on peut supposer qu'il contrôle par voie sanguine les organes qui le font. En effet, on constate que les seules connexions que l'on a refait au niveau de cet animal, c'est uniquement des connexions sanguines. On n'a pas reconnecté de manière nerveuse cet organe. Donc ce pancréas n'agit que par l'intermédiaire du sang, et donc on peut en déduire, on peut soupçonner en tout cas, faire l'hypothèse de la présence d'un messager qui est véhiculé par voie sanguine, appelé hormone, qui va pouvoir ainsi permettre d'agir sur les organes de stockage, puisqu'on voit que dès qu'on le reconnecte au niveau de la connexion sanguine de l'animal, on voit que cette glycémie redevient normale. Donc on peut supposer qu'il y a une action par l'intermédiaire d'hormones. Ici, plus précisément, on va s'intéresser justement à deux hormones fabriquées par le pancréas. Au niveau de ce pancréas, alors il faut savoir d'une part que ce pancréas, on va essayer de comprendre à travers cette expérience exactement comment il peut agir sur les organes
permettant le stockage de ce glucose. Alors déjà, on constate que si on injecte en continu du glucagon à un chien qui n'est pas diabétique, eh bien on voit une diminution de la quantité de glycogène hépatique. Alors, petit rappel, le glycogène hépatique, c'est la forme de stockage du glucose au niveau du foie. Ainsi, on peut voir que ce glycogène hépatique, c'est en fait le stockage du glucose au niveau du foie. Ici, on voit que sous l'effet de l'injection du glucagon, eh bien, on voit que ces réserves de glucose baissent au niveau du foie. Finalement, on se rend compte que ce glucagon a pour effet la diminution de ce stock de glucose au niveau du foie. Et où c'est que passe ce glucose? Eh bien, s'il n'est plus dans le foie, ça veut dire que ce glucose qui est issu de la dégradation du glycogène va être libéré dans le sang. Le glucagon est donc une hormone qui permet de faire remonter le taux de glucose dans le sang, ça fait remonter la glycémie, et c'est pour ça qu'on qualifie le glucagon d'hormone hyperglycémiante. Maintenant, intéressons-nous aux effets de l'insuline. Ici, on constate que si on fait l'ablation du pancréas, eh bien, on a pu voir dans notre expérience précédente, on voit eh bien, que la teneur de glycogène dans le foie, ici, eh bien, ces réserves, on a presque l'impression ici on le voit, c'est que ces réserves diminuent. On voit qu'il y a de moins en moins de glycogène qui est présent dans le foie. Ceci permet de comprendre que finalement, ces réserves ne se font plus si on enlève le pancréas. La question c'est bien sûr comment agit ce pancréas sur un organe qui est situé un peu plus loin. Si on fait maintenant des injections ici répétées d'insuline, eh bien on constate que cette teneur du foie en glycogène, elle augmente. Tout se passe comme si finalement eh bien, les réserves de glycogène se refaisaient sous l'effet de l'action de l'insuline. Conclusion de cette expérience, eh bien, on en déduit qu'ici, l'insuline a un effet qui permet de favoriser le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie. Si ce glucose qui était présent dans le sang est stocké au niveau du foie, il va donc être retiré du sang. Il est retiré du sang, donc le sang contient moins de glucose. On a donc ici une hormone qui a un effet hypoglycémiant, puisque eh bien, elle fait baisser la glycémie au niveau du sang. Ici, ce petit schéma permet de comprendre finalement de mieux comprendre ce qu'on appelle la communication hormonale. Que veut dire communication hormonale? La communication hormonale, elle va être permise grâce aux hormones. Ces hormones sont fabriquées par ce qu'on appelle des cellules endocrines. Endocrine veut dire que il y a fabrication d'un composé qui est rejeté dans le sang. S'il y avait marqué exocrine, ce sont des cellules qui fabriquent des composés qui sont rejetés en dehors du sang, au niveau du milieu extérieur. Exemple, tout à l'heure on a vu que le pancréas produisait aussi des enzymes digestives au niveau de l'intestin. L'intestin est considéré comme le milieu extérieur. Donc, conclusion, le pancréas est un organe qui a une action exocrine. Il produit des enzymes qui sont rejetées à l'extérieur, mais aussi, on vient de le voir, des hormones. On le qualifie aussi d'endocrine. Que deviennent ces hormones quand elles ont été fabriquées par la cellule endocrine? Elles circulent au niveau du sang et elles vont circuler dans l'ensemble du corps. Pourtant, ces hormones vont agir spécifiquement sur certains organes. Vous avez vu en seconde que par exemple, les hormones sexuelles agissaient au niveau par exemple eh bien, de la pilosité, au niveau de la musculature, bref, sur des organes très particuliers. Pour recevoir un message hormonal, il faut avoir le récepteur. Les cellules qui possèdent les récepteurs spécifiques à cette hormone sont appelées cellules cibles. Dès que l'hormone est reçue au niveau du récepteur, cette hormone va entraîner une modification de l'activité cellulaire qui, par exemple, si on prend le cas des cellules du foie, et si on prend comme cas d'hormone l'insuline, une cellule du foie qui reçoit ce messager de l'insuline, eh bien, va stocker du glucose sous forme de glycogène et le transformer en glycogène hépatique. Ici, vous pouvez voir deux nouvelles courbes qui vont nous permettre de mieux comprendre justement les effets de ces hormones pancréatiques. Alors ici, ces courbes que vous avez montrent les effets de ces deux hormones, glucagon à gauche, insuline à droite, sur deux enzymes. Ces enzymes sont présentes au niveau
des cellules du foie. Ici, on va d'abord déterminer, en tout cas bien préciser le rôle de ces enzymes. La première, glycogène synthase, est une enzyme qui permet d'activer, de catalyser le stockage du glucose sous forme de glycogène. Glycogène synthase, cette enzyme va permettre le stockage du glucose sous forme de glycogène, donc d'augmenter les réserves en glycogène. Au contraire, donc ici, au contraire, la glycogène phosphorylase est une enzyme qui a une action opposée. En effet, puisque elle, au contraire, va activer la destruction de ces réserves de glycogène en glucose, et ainsi en détruisant, en activant, en tout cas en catalysant la destruction de ces réserves de glycogène, elle va favoriser le relargage dans le sang de glucose. Conclusion de tout ceci, si on regarde cette première courbe, on voit que les effets du glucagon sur ces enzymes sont de deux types. D'une part, on voit qu'au niveau de la glycogène synthase, on observe qu'il y a une, ici on le voit d'ailleurs très bien juste à ce niveau-là, on observe donc une diminution de l'action, de l'activité de la glycogène synthase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si la glycogène synthase, son activité diminue, ça veut dire qu'elle va moins favoriser le stockage de glucose sous forme de glycogène. Concrètement, ça veut dire que le glucose n'est plus stocké, il va rester dans le sang. Au contraire, alors, précision importante toutefois, c'est que vous voyez que ces hormones, dans les deux cas, cette hormone a un effet qui est relativement bref et qui va agir sur quelques minutes. Après, on voit que ces effets s'estompent puisque l'activité de la glycogène synthase reprend ensuite. Si on regarde, si on s'intéresse maintenant à l'activité de la glycogène phosphorylase, on voit que juste après l'injection du glucagon, on voit que son activité augmente fortement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La glycogène phosphorylase est une enzyme qui est à l'origine de la destruction des réserves de glycogène pour un relargage du glucose dans le sang. Donc, si ce glucose est libéré dans le sang, il va être en concentration plus importante. Donc, pour résumer les effets du glucagon, tout d'abord, il y a une diminution du stockage de glucose sous forme de glycogène, le glucose reste dans le sang, et en plus, les réserves présentes sont détruites. Tout ceci aboutit finalement à une remontée de la glycémie, en tout cas du taux de glucose sanguin, et donc de la glycémie, et vous voyez donc, cela confirme ce qu'on a vu juste avant, le glucagon a un effet hyperglycémiant. Intéressons-nous maintenant à l'insuline, on voit que les effets finalement sont opposés, puisque si on regarde l'action de l'insuline sur l'activité de la glycogène synthase, on voit qu'elle est augmentée assez fortement. Conclusion, l'insuline favorise le stockage du glucose sous forme de glycogène. Le glycogène est donc retiré du sang pour être stocké sous forme de glycogène. Et si l'on considère l'activité de la glycogène phosphorylase, on peut voir que progressivement cette activité diminue. Donc il y a une diminution de la destruction du glycogène sous forme de glucose. Donc ici, pour conclure par rapport à l'insuline, on a donc un effet qui va favoriser le stockage de glucose sous forme de glycogène, le glucose est retiré du sang, et au contraire, il y a moins de destruction, moins de relargage de glucose dans le sang. Donc puisqu'il y a moins de glucose dans le sang, l'insuline a un effet hypoglycémiant qui va donc avoir pour effet de baisser la glycémie au niveau du sang.